Douzième partie de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Douzième partie. Après cette cérémonie, la fée et la reine retournèrent auprès du roi, qu'ils trouvèrent en conversation avec la belle et le prince. Tour à tour il leur faisait des caresses, et surtout à sa fille, à laquelle il demanda 100 fois comme elle avait été sauvée des bêtes féroces qu'il avait emportées, sans faire réflexion qu'elle lui avait répondu dès la première fois qu'elle n'en savait rien, et qu'elle avait même ignoré le secret de sa naissance. De son côté, le prince parlait sans être entendu, répétant 100 fois les obligations qu'il avait à la princesse belle. Il aurait aussi désiré prévenir le monarque sur les promesses que la fée lui avait faites de lui en accorder la possession et le prier de ne pas refuser un agréable consentement à son alliance. Cet entretien et ces caresses furent interrompus par l'arrivée de la reine et de la fée. Le roi, qui retrouvait sa fille, connaissait toute l'étendue de son bonheur, mais il ignorait encore à qui il avait obligation de ce précieux avantage. « C'est à moi, lui dit la fée, et c'est moi seule qui dois vous expliquer l'aventure. Je ne borne pas mes bienfaits à vous en faire le récit. J'ai encore des nouvelles à vous annoncer qui ne sont pas moins agréables. Ainsi, grand roi, vous pouvez marquer ce jour parmi les jours heureux de votre vie. » La compagnie, connaissant que la fée se préparait à parler, fit comprendre par son silence qu'elle lui donnerait une grande attention. Pour répondre à leur attente, voici le discours qu'elle tint au roi. « La belle, seigneur, et peut-être le prince, sont les seuls ici qui ne savent pas les lois de l'île heureuse. C'est pour eux que je vas les expliquer. Il est permis à tous les habitants de cette île, et même au roi, de ne consulter que leur goût dans la personne qu'un chacun doit épouser, afin que rien ne s'oppose à son bonheur. Ce fut en vertu de ce privilège que vous choisîtes une jeune bergère que vous rencontrâtes à la chasse. Ses attraits, sa sagesse vous la firent trouver digne de cet honneur. Tout autre qu'elle, et même des filles élevées en dignité, eussent accepté avec joie et empressement celui de votre maîtresse, mais sa vertu lui fit dédaigner une pareille offre. Vous l'élevâtes sur le trône et lui donnâtes un rang duquel la bassesse de sa naissance semblait la devoir exclure, mais qu'elle méritait par la noblesse de son caractère et la beauté de son âme. Vous pouvez vous souvenir que vous eûtes toujours sujet de vous louer de votre choix. Sa douceur, sa complaisance et sa tendresse pour vous égalèrent les charmes de sa personne. Mais vous ne jouîtes pas longtemps du plaisir de la voir. Après qu'elle vous eut fait pair de la belle, vous vous trouvâtes obligé de faire un voyage sur vos frontières pour prévenir une apparence de révolte dont vous fûtes informé. Pendant ce temps, vous fîtes la perte de cette chère épouse qui vous toucha d'autant plus que vous joignîtes à la tendresse que ses appas vous avaient inspirée la plus parfaite estime pour ses rares qualités. Malgré sa grande jeunesse et le peu d'éducation que sa naissance lui avait donné, vous lui trouvâtes une prudence consommée et vos plus habiles courtisans furent étonnés des sages conseils qu'elle vous donnait et des expédients qu'elle trouvait pour vous faire réussir dans tous vos projets. Le roi, qui avait toujours conservé sa douleur et à qui la mort de cette digne épouse était toujours présente, ne put entendre ce récit sans donner de nouveaux témoignages de sensibilité, et la fée qui s'aperçut que ce discours l'attendrissait lui dit « Votre sensibilité me prouve que vous méritiez ce bonheur. Je ne veux pas vous rappeler davantage un souvenir qui ne peut que vous attrister. Mais je dois vous apprendre que cette prétendue bergère était une fée et ma sœur. Informée que l'île heureuse était un charmant pays, sachant ses lois et la douceur de votre gouvernement, elle eut envie de le voir. L'habit d'une bergère fut le seul déguisement qu'elle emprunta pour jouir quelque temps de la vie champêtre. Vous la rencontrâtes dans ce séjour. Ses grâces et sa jeunesse vous touchèrent. Elle s'abandonna sans contrainte à l'envie de savoir si vous aviez autant de charme dans l'esprit qu'elle en trouvait dans votre personne. Elle se fiait à sa qualité et à son pouvoir de fée qui la mettait quand elle voudrait à couvert de vos empressements, supposés qu'ils fussent jusqu'à l'importunité et que la condition sous laquelle elle paraissait vous fit présumer que sans conséquence vous lui pouviez manquer de respect. Elle ne redoutait point les sentiments que vous lui pouviez inspirer, et persuadée que sa vertu suffisait pour la garantir des pièges de l'amour, elle attribuait ce qu'elle avait senti pour vous à la simple curiosité de connaître s'il y avait encore sur la terre
des hommes capables d'aimer la vertu dépourvue des ornements étrangers qui la rendent plus brillante et plus respectable au vulgaire que sa propre qualité et de qui les secours funestes font souvent donner son nom aux vices les plus abominables. Abusée par cette idée, loin de se retirer dans notre asile général comme elle l'avait d'abord projeté, elle voulut habiter une petite cabane qu'elle s'était faite dans la solitude, où vous la rencontrâtes avec une figure fantastique qui représentait sa mère. Ces deux personnes semblaient vivre du produit d'un prétendu troupeau qui ne craignait point les loups, n'étant en effet que des génies déguisés. Ce fut dans ce lieu qu'elle reçut vos soins. Ils produisirent tout l'effet que vous pouviez désirer. Elle n'eut pas la force de refuser l'offre que vous lui fîtes de la couronne. Vous connaissiez toute l'étendue de l'obligation que vous lui deviez, dans le temps que vous croyiez qu'elle vous devait tout, et que vous vouliez bien la laisser dans cette erreur. Ce que je vous apprends vous est une preuve sensible que l'ambition n'eut point de part au consentement qu'elle donnait à vos désirs. Vous n'ignorez pas que nous regardons les plus grands royaumes comme des biens dont nous faisons présent à qui il nous plaît. Mais elle fit attention à votre généreux procédé, et se croyant heureuse de s'unir à un homme aussi vertueux, elle s'étourdit sur cet engagement au point qu'elle ne fit aucune réflexion au danger dans lequel elle allait se précipiter. Car nos lois défendent directement toute alliance avec ceux qui n'ont pas autant de puissance que nous, surtout avant que nous ayons assez d'ancienneté pour avoir de l'autorité sur les autres et jouir du droit de présider à notre tour. Avant ce temps, nous sommes subordonnés à nos anciennes, et pour que nous n'abusions pas de notre pouvoir, nous n'avons celui de disposer de nos personnes qu'en faveur d'une intelligence ou d'un sage de qui la puissance soit au moins égale à la nôtre. Il est vrai qu'après la vétérance, nous sommes maîtresses de faire quelle alliance il nous plaît. Mais il est rare que nous usions de ce droit, et ce n'est jamais qu'au scandale de l'ordre, qui ne reçoit cet affront que rarement, encore est-ce de la part de quelques vieilles fées, qui payent presque toujours cher leur extravagance, car elles épousent de jeunes gens qui les méprisent, et quoiqu'on ne les punisse pas directement, elles le sont suffisamment par les mauvaises façons de leurs époux, de qui il ne leur est pas permis de se venger. C'est la seule peine que nous leur imposons. Les désagréments qui suivent presque toujours les folies qu'elles ont faites leur ôtent l'envie de révéler aux profanes de qui elles espéraient des égards et des soins nos secrets avantageux. Ma sœur n'était dans aucun de ces cas. Douée de toutes les qualités propres à se faire aimer, il ne lui manquait que l'âge, mais elle ne consulta que son amour. Elle se flatta de pouvoir tenir son hymen secret. Elle y réussit quelque temps. Nous n'avons guère l'usage de nous informer de ce que font celles qui sont absentes. Chacune s'occupe de ses propres affaires, et nous nous répandons dans le monde pour faire du bien ou du mal selon nos inclinations, sans être obligées à notre retour de rendre compte de nos actions, à moins que nous n'ayons eu une conduite qui fasse parler de nous, ou que quelque fée bienfaisante, touchée des malheureux injustement persécutés, n'emporte ses plaintes. Il faut enfin quelque aventure imprévue pour qu'on visite le livre général, dans lequel ce que nous faisons se grave de lui-même au moment que la chose arrive. Excepté ces occasions, nous ne devons paraître à l'assemblée que 3 fois l'année, et comme nous voyageons fort commodément, il n'est question pour en être quitte que d'une présence de 2 heures. Ma sœur était obligée d'éclairer le trône, c'est ainsi que nous appelons cette corvée, quand il le fallait. Elle vous préparait de loin une chasse ou un voyage de plaisir, et après votre départ, elle affectait quelque incommodité pour rester seule enfermée dans son cabinet, ou supposée d'avoir besoin d'écrire, ou de se reposer. On ne s'aperçut point dans votre palais, ni parmi nous, de ce qu'elle avait tant d'intérêt de cacher. Ce mystère n'en fut pas un pour moi. Les conséquences en étaient dangereuses, c'est ce que je lui fis connaître. Mais elle vous aimait trop pour se repentir de sa démarche. Voulant même se justifier dans mon esprit, elle exigea que je vinsse vous voir. Sans vous faire de compliment, j'avoue, Seigneur, que si votre vue ne fit pas entièrement approuver sa faiblesse, du moins elle diminua considérablement et augmenta le zèle avec lequel je cherchais à la tenir cachée. Sa prévarication fut inconnue pendant 2 ans, mais enfin elle se découvrit. Nous sommes obligés de faire un certain nombre de bienfaits dans l'étendue générale de l'univers, dont nous nous trouvons forcés de rendre compte. Quand ma sœur fut obligée de rendre le sien, elle ne put montrer de faveur que dans l'île heureuse et pour l'île heureuse. Plusieurs de nos fées de mauvaise humeur blâmèrent son procédé,